Nous excuser pour notre retard. C'est toujours pareil, c'est le salon du Paris-Nice. On part de Paris en avion à l'heure et on rentre de Nice en retard parce que ça décale. Et donc c'est pour ça qu'on insiste sur le temps de parole des orateurs. Si on veut laisser un temps d'interactivité, ce qui est toujours important, vous avez plein de choses à dire et il faut que vous puissiez les dire si vous le souhaitez. Alors, moi je ne suis pas du tout chimiste. Mais depuis que je suis en charge à l'Académie de chirurgie, j'ai eu tout le loisir de m'intéresser à l'histoire de la médecine. Et on s'aperçoit que le chlore, et dans la lutte pour les antiseptiques, revient tout le temps. Et je me suis interrogé pour savoir, mais comment ça a marché cette histoire? Et donc, je vous fais une petite présentation sur le sujet, qui est une petite variation dans cette session, dans cette journée. Alors, celui qui a découvert le chlore, en 1809, c'est un type qui s'appelle Humphrey Davy et qui a fait ça à la Royal Society à Londres. La Royal Society à Londres, ça a été fondé en 1660, la même année que l'Académie des sciences en France. Et c'est là où de nombreux savants anglais ont exposé leurs innovations, leurs découvertes. Isaac Newton, qui a été président, puis plus tard Lord Kelvin, Ernest Rutherford, prix Nobel, etc. Et Humphrey Davy, lui, il a présenté plusieurs innovations à la tribune de la Royal Society. D'abord, il a dit le protoxyde d'azote, c'est un gaz assez marrant. Il n'est pas allé plus loin. Mais en 1808, il a déjà identifié qu'il y avait peut-être un potentiel de ce côté-là. Puis en 1809, il identifie le chlore comme élément. Ce n'est pas lui qui a découvert pour la première fois, mais c'est un Allemand 20 ans avant, mais qui n'avait pas statué ça comme un élément chimique. Et il dit, ben oui, c'est un gaz jaune verdâtre, qui n'a pas une très bonne odeur, et c'est pour ça qu'il l'appelle le chlore, parce que le chloros, c'est jaune verdâtre en grec. Et donc, à partir de là, cet élément est identifié, mais on ne sait pas comment le situer. Et puis, pour continuer, il a créé l'arc électrique. C'est Volta qui en mettant des piles, si j'ose dire, sur sa langue, a identifié des courants électriques. Ça, c'était 20 ans avant. Et qui a réalisé un très gros arc électrique à la Royal Society. Il a fallu, après 80 ans, pour que Edison crée l'ampoule électrique. Alors, en fait, c'est toute l'histoire de la chimie. Il n'y avait pas de chimie avant le début du 19e siècle, fin du 18e siècle. Avant, ça s'appelait l'alchimie. L'air, il y avait de l'air, de l'eau, ce truc qui coulait, de la terre qu'on pouvait tenir dans sa main, et puis du feu. Et puis, comme d'ailleurs en médecine, les progrès concernant les sciences, elles ont débuté à la Renaissance. Et puis tout ça a pris du temps. Et puis c'est Lavoisier qui, en 1787, décrit une méthode de nomenclature chimique. Et il identifie là-dedans 31 éléments. Il n'y a pas le chlore. Mais il dit, ben voilà, ça c'est l'oxygène, ça c'est etc. Enfin, et il classe tout ça. Bon. Et les choses se structurent au fur et à mesure. En 1835, il y a un savant suédois qui décrit l'électronégativité. Bon, très bien, ça les intéresse entre eux, ils se racontent leurs histoires, et vous allez voir que ça va devenir très important. Et puis celui qui est le plus connu, c'est Mendeleïev, en 1869, c'est-à-dire que vous voyez, c'est près de 80 ans après, qui va introduire la classification périodique des éléments. Il en identifie 63 à l'époque. Et maintenant, il y en a actuellement 118. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, les chimistes identifient de plus en plus de briques de Lego. Et avec ces briques de Lego, ils vont au fur et à mesure créer tout un tas de substances, de produits, etc. Alors, ça, c'est la classification à gauche, la périodique des tableaux périodiques des éléments. Vous voyez que dans la colonne de bleu, là, la colonne bleue, c'est ce qu'on appelle les halogènes. Dans les halogènes, il y a le fluor, le chlore, le brome, l'iode
et puis, je sais pas ce que c'est, l'aluminium peut-être, je ne crois pas, non, l'aluminium c'est un composé. Et donc le chlore, il est classé en numéro 17 parce qu'il a un noyau et il a 17 électrons qui lui tournent autour. Alors vous me direz, bah, c'est intéressant votre truc, mais enfin bon, et à quoi ça sert? Eh bien en fait, ces halogènes sont des éléments qui sont extrêmement électronégatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a un atome qui passe à côté de chez eux, hop, il le récupère. Et il s'allie volontiers avec d'autres éléments. C'est ça, c'est le principe de l'électronégativité, c'est ça qui fait que ces atomes vont pouvoir se lier à d'autres atomes. Le résultat, c'est quoi? C'est que quand vous mettez un atome de sodium avec un atome de chlore, vous faites du sel. Le sel, ça a été... Maintenant, on a la TVA. Mais jusqu'en 1945, c'était la taxe sur le sel, ce qu'on appelait la gabelle. Parce que c'était pour l'État le moyen de mettre des taxes pour... Et le sel, c'était essentiel pour la conservation des aliments, pour la nourriture du bétail et toutes ces choses-là. Si vous lui collez un ion hydrogène, eh bien, ça fera de l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique qui permet à tous nos estomacs de différencier les protéines en acides aminés pour qu'on puisse les absorber. Si vous lui rajoutez au chlore un atome d'oxygène, vous allez faire de l'hypochlorite, etc., etc., etc. Et les applications du chlore sont multiples. Les gaz de combat, avec le grand succès de la bataille d'Ypres et le prix Nobel d'un Allemand. Les feux d'artifice, c'est à cause du chlore qu'on peut faire des feux d'artifice et des choses comme ça. Le chloroforme, qui est un agent anesthésiant qui a eu un grand succès au début de l'anesthésie, à tel point que la reine Victoria a accouché avec un gynéco qui lui anesthésiait au chloroforme. Et puis plusieurs dizaines d'années après, on s'est rendu compte que ça provoquait des fibrillations ventriculaires et on a arrêté de l'utiliser. Des anticancéreux, avec la cariolysine, premier anticancéreux, 1942, qui traitait les leucémies. Et puis la deuxième génération, c'est le cisplatine qu'on connaît bien maintenant. Les PVC, les silicones, tout ça, c'est avec du chlore. Et puis bien sûr, la stérilisation de l'eau potable et des eaux de piscine. La piscine, vous mettez du chlore pour que ça ne tourne pas. Et donc, ce caractère intéressant du chlore a été évidemment exploité dans différents domaines. Alors le premier qu'il a exploité, c'est un Piémontais naturalisé français qui s'appelait Berthollet en 1787 et qui a utilisé l'hypochlorite de sodium et qui s'est rendu compte que ça blanchissait les draps. Ça blanchissait. Et donc, on dit, mais c'est super, ça, voilà, on va l'appeler l'eau de Javel, parce qu'en fait, c'était dans le quartier de Javel à Paris. Et donc, on a dit, bah, c'est parfait. Et donc, du coup, on s'est mis à blanchir pas mal de trucs, dont les bougies, parce que finalement, les bougies, quand elles étaient blanches, c'était plus joli, à tel point que lors d'un dîner qu'avait donné Charles X, toutes les bougies avaient été rajoutées un peu en chlore pour blanchir, et en fait, ça avait donné de l'acide chlorhydrique, et donc ça développait des odeurs épouvantables, et le dîner a dû être interrompu. Le deuxième, alors, il faut dire que donc Berthollet, il ne sait pas du tout qu'il y a du chlore là-dedans. Il a fait son mélange, tripotant ces trucs, et il a abouti à l'eau de Javel. Semmelweis en 1847, l'histoire est connue, Semmelweis, c'est un gynécologue hongrois qui travaille à Vienne et qui constate que lorsque les accouchés accouchent dans un service où ce sont les médecins qui font les accouchements, il y a plus de décès que dans l'autre service, l'autre jour de la semaine, accouché par les sages-femmes. Et quand il y a un de ses copains décède d'une piqûre anatomique, il dit c'est de là que ça vient, c'est une infection, et donc il faut recommander qu'on se lave les mains à l'hypochlorite de sodium. Mais lui encore ignore qu'il y a du chlore là-dedans. Mais il voit bien les effets, parce qu'il voit bien la différence des chiffres. Et d'ailleurs, les travaux de Semmelweis, d'abord, il sera renvoyé
de Vienne, et les travaux de Semmelweis ne seront connus que beaucoup plus tard, en 1865 et plus tard. Dans les antiseptiques, il y a l'époque de Pasteur et Lister. Quand Lister, en 1867, dans le Lancet, décrit qu'en badigeonnant les plaies avec l'acide phénique, on a beaucoup moins d'infections, et en particulier d'infections ostéo-articulaires, il dit, non, c'est ça, il développe le concept d'antisepsie, et il dit, il faut que les chirurgiens utilisent ça, parce que les infections du site opératoire, c'est quand même dramatique, etc. Bon. Sauf que l'acide phénique, qui ne contient pas de chlore, eh bien, ça a donné lieu à l'introduction des gants de chirurgie. Parce que les gens ont commencé à utiliser l'acide phénique, puis en fait, ça irritait les mains. Et Alstedt, au début du 19e siècle, non, pardon, au début du 20e siècle, a vu que sa penseuse, qui allait devenir sa femme, avait les mains irritées, et il a dit non, il faut utiliser des gants en chirurgie. Non pas pour protéger les malades, mais pour se protéger soi-même. Mais l'histoire du chlore continue, parce qu'en 1915, Alexis Carrel, donc chirurgien lyonnais, qui finalement quitte Lyon parce qu'il est très dynamique et peut-être il a eu des jalousies, enfin peu importe, il va aux États-Unis. Il a une bourse du Rockefeller Institute et il développe les sutures vasculaires et les transplantations. Il a le prix Nobel en 1912. Puis il est français, il y a la guerre de 14, il rentre en France et il dit il faut pouvoir soigner les blessés dans les meilleures conditions. Et il contacte Henry Drysdale, d'Aquin, britannique, qui était également aux États-Unis, et il lui dit bon, écoutez, vous allez me pondre un truc qui fait que toutes ces blessures, là, etc., il faut qu'ils ne puissent pas s'infecter. Et donc, Sir d'Aquin crée le Daquin en 1915, qui est également de l'hypochlorite de sodium. Alors, l'histoire n'est pas finie. Hein. Le dernier qui est connu, c'est le chlorhexidine. Alors, vous voyez au passage qu'à partir de 2 atomes de chlore, là, les chimistes, ils se sont bien amusés pour faire tout un gros Lego et créer la chlorhexidine. Vous voyez la molécule en 3D, là, en bas, qui est créée en 1950 à Manchester. C'est l'Imperial Chemical Industry qui recherche un antipaludéen et qui va découvrir la chlorhexidine. Ça va être commercialisé en 1954 en Angleterre, ensuite aux États-Unis et depuis 1972 en France. La chlorhexidine, c'est le truc maintenant qui est devenu incontournable en France. Ce n'est pas le cas dans tous les pays d'ailleurs, hein, avec un taux de croissance, un business market qui est excellent, hein, qui est à plus de 7,5% par an et qui règle beaucoup de problèmes lorsqu'il est bien utilisé en termes d'antiseptie. Alors vous me direz, mais comment ça marche? Parce qu'il est gentil avec son chlore, mais pourquoi ça marche? Ben, en fait, l'hypochlorite de sodium, qui est le plus utilisé, il est sous 3 formes en fonction du pH. Lorsque vous mettez 2 atomes de chlore, lorsque vous avez un pH inférieur à 5 pour l'hypochlorite de sodium, en fait, vous ne retrouvez que 2 atomes de chlore et c'est très peu, ça ne se dissout pas dans l'eau, donc ce n'est pas utilisable. En revanche, si le pH est entre 6,5 et 7,5, alors là, vous avez l'hypochlorite qui est stable, et cet hypochlorite, il rentre dans la cellule microbienne. Si vous décalez le pH à plus de 10, vous avez ce qu'on appelle un ion hypochlorite, un électron en moins, et celui-là ne rentre pas dans la cellule, mais il garde un pouvoir antiseptique et on peut s'en servir pour les surfaces. Donc celui qui nous intéresse, et c'est lui qui fait l'efficacité du chlore, c'est l'hypochlorite. Il a 2 actions. Il a une action oxydante, donc il altère la membrane, il altère l'ADN de la cellule, il oxyde et il coagule les protéines cytoplasmiques, il inhibe les enzymes de croissance et il détruit les mitochondries. Ça marche très bien, c'est très efficace et c'est ce qu'on lui demande. Mais également, il y a un effet de diminution du pH intracellulaire, il diminue l'adénosine triphosphate qui est en fait le carburant cellulaire. Et tout ça fait qu'il détruit les micro-organismes 80 fois plus que sur les Escherichia coli, sur les pseudomonas et également sur les spores bacillaires. Alors,
je vous ai mis en bas à droite le schéma de Fukuzaki qui décrit bien tous ces mécanismes, et c'est ça qui explique, à l'heure d'aujourd'hui, l'efficacité du chlore sur les bactéries. Alors, évidemment, on dirait, bon, bah, c'est super. Non, c'est pas si simple. Vous savez très bien qu'il y a une résistance aux antibiotiques. Eh bien, il existe également une résistance aux antiseptiques, qui est connue depuis 1950. Alors, il y a des mécanismes de pompe d'efflux, c'est-à-dire que les protéines sortent le produit de la cellule, où il y a également des enzymes de détoxification, les bactéries s'adaptent. Ces résistances sont parfois croisées à la résistance aux antibiotiques, ce qui souligne, une fois de plus, l'utilisation appropriée des moyens dont nous disposons dans notre lutte antimicrobienne. Je vous remercie.